Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison, la saison d'été 2025. Je suis toujours accompagné de Paul. Bonjour Paul. Bonjour à tous, salut Cédric. Comment tu vas mon très cher Paul? Est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que tu as hâte de cette saison? Oui, alors déjà oui, je suis hyper content d'être là et hyper content de démarrer la nouvelle saison parce que celle de printemps était très sympa, mais c'est vrai qu'elle était très dense. Il y avait eu énormément de choses un peu inégales, du très très mauvais comme du très bon. Là, je le sens bien, ça va être excellent du début à la fin. Avant de commencer, petites infos sur le podcast, sur un peu tout ça. Déjà premièrement, le TikTok, on en avait parlé dans la saison précédente. On avait dit ben oui, ça va arriver en avril, tout ça. Bon. Nous sommes en juillet, il n'y a toujours rien eu. En gros, pour vous expliquer vite fait, on travaille avec un illustrateur qui s'appelle Saito, et c'est notamment lui qui est en train de créer un autre logo en fait. Et ce logo-là, en fait, on aimerait l'utiliser justement pour des TikTok. Il a eu beaucoup de boulot ces derniers temps de son côté, même pour les études. C'est pour ça qu'il a pas forcément eu le temps, même pour cette saison. Vous avez peut-être remarqué, mais la miniature, c'est toujours celle de printemps. Bon, ça reste quand même dans le thème de l'été, etc. Il y a du soleil, donc c'est pas dérangeant. On vous le dira de toute façon dans l'épisode qui sortira peut-être le mi-saison ou la fin saison de l'été pour dire comme quoi le TikTok est arrivé, est en ligne. Donc ça c'est pour le TikTok. Ensuite nous allons faire quelque chose d'assez particulier cette saison. Donc nous allons faire l'épisode mi-saison comme en printemps, c'est-à-dire un épisode que je fais moi et un épisode que fait Paul, et on sépare les animés en deux pour un peu parler chacun de ce côté d'animé, etc. Et il y aura également un épisode hors série, comme on avait parlé dans au tout début du podcast. Nous allons faire un épisode hors série sur du cinéma. Voilà, nous allons parler de 3 films qui sortent justement pendant juillet justement. On va voir, en fait il y a 3 gros blockbusters qui s'enchaînent et on va en parler. Du coup il s'agit de Jurassic World, Superman et les 4 Fantastiques. Ça arrivera potentiellement début août, parce que le temps que tout sorte et qu'on se fasse un peu notre avis, etc. Voilà, donc ce sera... vous aurez du coup pas mal de contenu pendant l'été. À savoir aussi qu'il y aura 2 films qui vont sortir pendant l'été. On sait pas encore si on fera un épisode ou pas, ou si on le fera plus tard, parce que tout dépend de la sortie en France, etc. Il y a le film Demon Slayer partie 1 et il y a le film Chainsaw Man. C'est des films qui nous intéressent énormément, à part peut-être Demon Slayer, mais bon, on en reparlera si ça sort jamais. Mais voilà, à Chainsaw Man en tout cas, on a beaucoup hâte, et si on a une date, etc. prémutoire, on sortira un épisode hors série qui sortira d'un coup, au cas où. Donc restez à l'affût, restez sur les réseaux, etc. Vous serez au courant de tout ça. Donc voilà, donc ça c'était pour l'information des podcasts, etc. Maintenant, on va commencer par aborder tout d'abord les animés qu'on ne traitera pas durant l'été 2025, parce que du coup, il y a beaucoup de grosses œuvres qui sortent. Du coup, on a dû faire quelques sacrifices. Mais il y en a d'autres où, en vrai, c'est pas dérangeant qu'on en loupe. Déjà pour commencer, on va avoir My Dress Up Darling saison 2. Je sais pas de toi Paul, mais moi je sais que j'avais pas regardé la saison 1 et ça m'avait pas du tout, mais alors pas du tout attiré. Même si je sais que ça parle justement de tout ce qui est cosplay, habillage, costume, comment c'est fabriqué, etc. J'avoue que moi le côté fanservice me dérangeait un petit peu, du coup ça m'avait pas non plus attiré que ça, même si je sais que c'est pas au centre de l'œuvre. Moi pour le coup j'étais pas vraiment attiré, du coup je sais pas toi. Ouais, comme toi, en fait, j'avais regardé les 4 premiers épisodes et ça m'avait gavé. Et même le côté cosplay m'avait pas finalement tant intéressé que ça. Donc, j'étais ni intéressé par ce que l'animé voulait m'apprendre, et encore moins par les 2 protagonistes qui me saoulaient à mort. Donc, j'ai juste lâché l'œuvre et pas spécialement envie d'en savoir plus, quoi. Il y a également Call of the Night saison 2. Ça, je sais que c'est une grosse sortie que beaucoup de gens attendent. Moi, personnellement, j'avais été très hypé à l'époque parce que c'était un concept qui m'attirait beaucoup, à savoir un animé qui se passe que de nuit, où en gros un gars un peu insomniaque va sortir la nuit et il va rencontrer à un moment une vampire, etc. Et du coup, il va y avoir une sorte de petite relation amoureuse qui va se développer, etc. Sauf que moi, ça m'a un petit peu mis mal à l'aise parce que c'était justifié comme quoi la démone, elle avait plus de 1700 ans, mais elle a une apparence d'une mineure. Et du coup, elle embrasse à un moment le garçon et tout. Du coup, ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. Du coup, j'ai un peu droppé malgré le côté technique qui était
fabuleux, très très joli, et l'opening aussi et l'ending qui était incroyable de Call of the Night. Et du coup cette saison 2 est sortie et il y a également un super opening, donc en vrai Call of the Night, regardez au moins les openings mais pas l'animé parce que c'est pas ouf. Mais je crois toi Paul que tu as été un tout petit peu attiré par Call of the Night, est-ce que je me trompe? En fait, moi j'étais passé complètement à côté de Call of the Night. Je ne savais même pas de quoi ça parlait, mais vraiment rien de rien. Et en fait, j'aimais bien les openings, comme a pu le dire Cédric, ils sont vachement bien. Surtout l'opening 1 et le ending 1, super top. Et là, j'ai découvert l'opening 2 de Call of the Night que j'adore. Vraiment, je fais que l'écouter, je sais pas vous, mais je l'écoute en boucle depuis qu'il est sorti. Le visuel me donnait grave envie, la musique était tellement bien que je me suis dit, allez, je vais regarder l'épisode 1 de la saison 1 pour voir à peu près de quoi ça parle, c'est quoi un peu le ton. Bon, j'ai pas spécialement kiffé mon visionnage, ça m'intéresse pas tant que ça au final, mais bon voilà, j'ai vu l'épisode 1, je sais pas si je continuerai, donc je sais pas, peut-être qu'à un moment dans la saison, je vais me taper une déterre, je vais regarder toute la saison 1, rattraper tous les épisodes de la saison 2 et peut-être que je vous en parlerai en animé solo, mais pas sûr, donc pour l'instant, on le considère comme animé pas traité, mais voilà, peut-être ça peut changer. Voilà, donc Call of the Night, bon, on verra. Il y a également la saison 4 de The Rising of the Shield. Alors ça, par contre, j'avoue que c'est une grosse sortie aussi, mais ça m'avait pas... moi, de toute façon, c'est sûr que ça parle d'isekai dans le monde un peu fantasy, etc. Sur le papier, ça m'intéresse pas. C'est une saison 4 en plus, donc moi... Pareil, il y a aussi la saison 4 de Rand à Girlfriends qui, pareil, ne m'attirait pas du tout. C'est une saison 4, c'est une relation amoureuse apparemment qui est étendue comme pas possible. Après, je sais pas toi, Paul, si t'avais déjà regardé saison 1 ou quoi. Mais... Oui, j'avais vu la saison 1 à l'époque parce que c'est quand même pas mal de bruit. Et je me suis dit, bah attends, on passe pas à côté d'une bonne romance, d'un bon vin, comme on dit. Bon, il s'avère que c'était vraiment de la merde. J'ai vraiment pas apprécié de... Ouais, Rent a Girlfriend, c'est le genre de romance où ça joue en fait la carte du ecchi, du fan service à fond la caisse. On va t'étirer le plus la romance pour bien presser l'œuvre un maximum, et je sais qu'en plus l'auteur a écrit des trucs plus que limite en dehors de Rent a Girlfriend, donc je préfère même pas suivre ce que propose l'œuvre parce que ça ne m'intéresse absolument pas pour le coup, mais vous inquiétez pas, on a de très très bonnes romances cette saison. Pour conclure avec les animés qu'on ne traiteront pas, on va parler de deux animés qu'on a regardé ensemble et qu'on a droppé instantanément. Et du coup, c'est pour ça que je préfère le mentionner au moins ici, comme ça on n'en parle pas dans les animés à voir, etc. Donc il y a déjà pour commencer Nui Saga, qui a été, comment expliquer, Clichéland. Vraiment, c'était Clichéland. C'est un mec dans un aspect un peu médiéval, etc. Il y a toute son équipe qui meurt, et en fait, il se retrouve dans une salle avec une petite pierre précieuse, et la pierre le ressuscite, ou revient en arrière, je sais plus. Et en fait, ça nous a gavé, mais genre dès le début, on a tenu même pas, quoi, 15 minutes à peine, je sais plus. Mais non, on a vraiment laissé tomber. Énervé. Ouais, t'étais énervé, toi, carrément. Mais en fait, on s'est dit, en fait, non, ça sert à rien. Ça mène nulle part et tout. Enfin, on n'a même pas voulu essayer de regarder plus. Et il y avait aussi Detective This Day Are Crazy, qui était un animé qui était un peu un animé un peu pareil d'enquête, etc., qui avait l'air un peu drôle sur le papier. Mais bon. L'humour le plus flingué de France. C'est ça, exactement. C'était un peu... absolument pas drôle. C'était pas très très drôle, pas très subtil. Il y avait du fanservice assez insupportable en plus de ça. Et puis c'est vraiment le... Oh, je suis vieux. Oh là là, c'est difficile la vie. Assez insupportable. Du coup, nous avons droppé aussi épisode 1. Donc, on n'en parlera pas non plus dans cette saison. Et ensuite, pour arriver aux animés d'été 2025, nous allons un peu parler des animés de printemps qui continuent durant cette saison et qu'on nous allons aborder du coup fin de l'été, histoire que l'histoire se conclue bien, etc. Donc, il y aura Doobie Hero X, Witch Watch, Anne Charlet, Kinshin Kentosho, qu'on verra si je drop ou pas, ou si on arrête ou pas, on en parlera fin de saison. Il y a également Yaiba. Voilà, et... Ah non, Beginning After the End, c'est terminé, ça. Ah oui, non, c'est vrai. Ah oui, parce que oui, il y avait The Beginning After the End aussi que j'avais noté. Mais en fait, twist, c'est-à-dire que l'anime ne continue pas, en fait, durant l'été. En fait, c'est ça, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode final de la fin de saison. En fait, je pense que le studio s'est rendu compte que c'était une vraie catastrophe, ce qui est en train de se dérouler. Oui. Et en fait, la prod, comme je l'avais expliqué, a coupé, en fait, en deux les 24 épisodes de la saison 1
pour en faire 2 saisons distinctes. Alors là, vous sentez le projet foireux à plein nez là. Ouais. Donc, à mon avis, ils vont retravailler un petit peu les épisodes, j'espère. Et parce qu'on a même pas de date de sortie pour ces épisodes-là, qui normalement étaient censés être prêts. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais oui. Donc, pour le coup, pas de poursuite pour Beginning of the End. Voilà, donc nous allons arriver aux animés d'été 2025. Il y a pas mal de choses à parler, notamment d'animés en commun où on en a plus de 14 à aborder. Et je crois que c'est la première depuis le début du podcast. On va avoir, enfin toi de ton côté Paul, tu vas avoir 7 animés solo et moi je vais en avoir 8. Ça va être... Waouh, j'en ai énormément. Du coup, les parties solo vont être assez longues, mais on va essayer dans tous les cas d'aller un petit peu vite à chaque fois sur ces parties-là. Bref, on va comme d'habitude traiter du coup d'abord des animés que nous allons regarder ensemble. Comme d'habitude, on parle juste du synopsis, ce qui nous intéresse, etc. Si jamais on aborde les saisons 2 d'animé, on part du principe que vous avez un peu vu la saison 1. Si c'est pas le cas, dans tous les cas, on va pas non plus rentrer trop dans les détails. Bref, du coup, on va commencer par, je pense, la plus grosse sortie de cette saison, par l'anime qui s'est arrêté de façon assez brutale durant l'automne 2024. Nous allons donc parler de la suite de la saison 2, de Dan Dadan. Saison 2. Tout simplement. Dan Dadan saison 2 reprend directement là où la saison s'était arrêtée, donc pour un petit peu recontextualiser, on avait donc Jinta, un ami d'enfance de Momo, qui avait débarqué chez notre duo de personnages pour leur demander d'inspecter la maison qui est possédée par une sorte d'entité fantomatique. Du coup ils y vont et lors de leur arrivée on découvre qu'il n'y a rien d'anormal, donc Momo en profite pour aller pour aller dans les bains publics et va faire face à des dangereux pervers. Et pendant ce temps-là, Jinta et Okarun découvrent une pièce de la maison qui est inaccessible de l'intérieur. Ils font donc un trou dans le mur et il y a une pièce effectivement avec plein de talismans à l'intérieur. Donc mystère, la saison s'était conclue là-dessus. Et du coup, moi pour ma part, j'ai déjà pu voir les 3 premiers épisodes en avant-première au cinéma, donc je vais rien révéler sur ce qui se passe dans l'intrigue, etc. Mais je vais quand même donner un petit avis sans spoiler. Déjà, c'est qu'en termes d'animation, on est sur la même lignée que la première, donc ça instaure vraiment une ambiance plus horrifique. Rien qu'au niveau des couleurs, elles sont beaucoup plus ternes, plus bizarres, plus on avançait dans l'histoire et l'image devenait plus assombrie, jaunâtre, grisée. Donc ça te mettait un petit peu mal à l'aise par moment. Et en plus de ça, s'accompagnait par une histoire assez terrible. On a un flashback à un moment qui peut ressembler un peu à celui du démon danseur qui cherche sa fille. Mais après les deux sont incomparables. Mais après c'est le genre de flashback qui te donne pas la super joie. On est toujours sur ce genre d'injustice de personnages, etc. Donc ça fout assez mal. Trigger warning quand même, il y a pas mal de passages aussi dans les premiers épisodes en tout cas que j'ai pu voir en rapport avec le suicide, donc si jamais vous êtes sensible à ce genre de sujet, faites attention parce que la saison 2 elle fait pas de cadeau, elle est assez radicale sur ça, donc voilà, juste faire attention à ça. Et à côté de ça, sinon voilà, l'ambiance était totalement folle, avoir vu en plus de ça ces combats au cinéma, ça m'a totalement refait, c'était très plaisant à voir. Même si l'ambiance restait un petit peu plus assombrie, on avait quand même notre petite dose de blagues qui pouvait désamorcer par l'action par moment. Mais voilà, on a déjà été habitué avec ça avec la première saison. Donc, si vous avez aimé la première saison, il y a de grandes chances que vous kiffez la seconde. Donc, très très hâte de suivre. Et j'ai beaucoup d'attentes également pour ce qui va se passer ensuite. Pareil pour toi, Paul, je sais que c'est un anime qui te donne beaucoup envie. Forcément, un petit peu d'attente parce que la saison 1 était vraiment très très bien. J'ai eu un petit cœur quand même pour l'univers, tous les personnages, l'humour global et le ton général de l'œuvre était vachement sympa. Puis là, du coup, il y a l'épisode 1 qui est déjà disponible pour tout le monde cette fois. Donc j'ai pu voir et voilà, on retrouve exactement la même patte, les mêmes blagues, le même délire. Et franchement, ça c'est un peu hypant parce que t'as envie de savoir un peu ce qui se passe dans cette saison 2. Puis on a tous vu un petit peu les bandes annonces, les visuels et tout. On sait que ça va être sympa, que ça va un peu monter en puissance à un moment. Donc ouais, non, franchement, hâte de découvrir un peu plus en profondeur cette saison 2. Et puis au passage, l'opening 1 de Dan Dan avait fait sensation. Et là, l'opening 2, il est déjà excellent, je trouve. Donc c'est encore une fois, le schéma se répète et j'espère qu'on sera au même niveau que la saison 1, clairement.
On enchaîne avec une autre saison 2 d'une œuvre qui est, je pense, tout aussi attendue que Dandadan. Cette fois, on va parler de Kaiju Number 8. Alors, Kaiju Number 8, saison 2. Alors, comme avec Dandadan, je vais pas vous faire l'affront de repitcher toute la saison 1 parce que je considère que, voilà, si vous êtes là, vous savez déjà un petit peu ce qui se passe. Si jamais, vous n'avez pas encore vu la saison 1, je vous invite à aller la voir. C'est très cool. Voilà, ça parle de kaiju qui sont les gros monstres baptisés comme ça au Japon. C'est de la grosse bagarre, de la super animation avec une plutôt bonne histoire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc cette saison 2, elle prend place juste après les événements de la saison 1 où, attention, je vais spoiler, on a une espèce de monstre bizarre qui arrive à parler, à prendre la forme d'autres personnes qui apparaît là dans un gros climax de fin. Et donc pour ma part, j'ai lu quasiment tout le manga de Kaiju Number 8, donc je sais exactement ce qui va se passer dans cette saison 2. Et clairement, on va monter en puissance dans cette saison 2. On va monter en intensité. Le scénario va prendre un petit coup d'accélérateur. On va découvrir des nouveaux personnages. Donc ça va être très sympa. Je trouvais ce qui était la force de la saison 1, c'était les musiques. Je trouvais le thème principal, surtout quand Kafka, le personnage principal, se transforme en kaiju. Il y a l'OST principal de transformation était exceptionnel, ça donnait des frissons. C'est pas tout le temps que ça arrive, surtout dans les nouveaux animés où je trouve les musiques sont de plus en plus oubliables. Là, c'est vraiment percutant et c'est trop cool. Les scènes c'est du grand spectacle. Et donc là, j'espère qu'avec la montée en puissance qu'on va avoir, on va pouvoir en avoir peut-être pour des nouvelles et réutiliser les anciens thèmes de la saison 1. Ça me dérange pas. Donc voilà. Moi, j'ai surtout des attentes en matière technique et visuelle. Mais voilà, l'histoire, je peux vous dire, va prendre un coup d'accélérateur. Ça va être vachement bien. Et à mon avis, ça va se terminer sur un bon cliffhanger, cette saison 2. Et saison 3 va être encore meilleure, clairement. Il y a tous les ingrédients pour que ça soit vraiment une réussite, clairement, cette saison 2. On va enchaîner encore avec une suite d'une grosse licence. On va parler du coup de Sakamoto Day, partie 2. Donc Sakamoto Day, on avait déjà parlé de la première partie du coup durant l'hiver 2025 qu'on avait plutôt bien apprécié. En fait, c'était une saison un peu de mise en place, mais c'est vrai que l'aspect qui était le plus critiqué, c'est qu'il n'y avait pas une animation de dingue pour les combats, alors que le manga avait justement une chorégraphie justement de combat qui était quand même assez impressionnante. Et du coup, c'est vrai que beaucoup de gens ont été déçus de cette partie 1. Moi, pour le coup, je pardonnais clairement cette partie 1 parce que je pense que c'était vraiment une mise en place, on découvrait nos personnages, on découvrait les flashbacks, qui ils étaient, leur personnalité, etc. Donc pour moi, je trouve que ça a été une très bonne mise en place de Sakamoto Day. Pour avoir un peu feuilleté le manga, j'ai vachement d'attentes sur l'adaptation. Je trouve quand même, encore une fois, je tiens quand même à rappeler, pour moi, les critiques vis-à-vis de l'animation sont un peu injustifiées. Alors oui, ça se sent, le budget est vachement réduit. De toute façon, c'est pas TMS que je vais saluer sur leur animation, hein. C'est pas des champions à ce niveau-là. Mais je trouvais que ça se défendait. Il y avait quand même des belles fulgurances à certains moments. C'était quand même vraiment pas mal parce que franchement, des animés mal animés, on en a eu. Et à mon avis, ça fait longtemps que des gens n'ont pas eu dans les yeux des vraies merdes. Là, pour le coup, il y a vraiment un taf de qualité à plusieurs moments. Donc voilà. Et donc moi pour cette saison 2, évidemment, j'espère que voilà, coup d'accélérateur sur le scénario, qu'on va vite passer à autre chose parce que voilà, dans la saison 1, il y avait eu des éléments qui avaient été enlevés du manga pour mettre d'autres choses à la place dans la série pour faire quelque chose d'un peu plus kids. Je déteste ce terme, mais c'est un peu le cas malheureusement. Je pense notamment à la scène de la prise d'otage qui a été enlevée du manga. Mais là, j'espère que voilà, on aura vraiment l'intégralité de l'arc, que ça va aller vite, qu'on va vite rentrer un peu dans le dur, qu'on va moins descendre les scènes sérieuses, qu'on va laisser un peu de tension parce que je trouvais que le défaut qu'on pouvait reprocher à Sakamoto, c'est que tous les enjeux étaient mis vraiment à plat avec des blagues ou alors qu'on prenait rien au sérieux parce que voilà, c'est marrant. Là voilà, j'espère que ce sera un peu plus fidèle et qu'on cherchera pas à casser l'ambiance à chaque fois. Donc voilà, moi c'est ma seule attente parce que sinon voilà, moi je me régale avec Sakamoto Days, c'est toujours un kiff de visionner les épisodes, très clairement.
On enchaîne cette fois, non pas avec une saison 2 ou une partie 2, mais cette fois avec un tout nouvel animé pour cette saison d'été 2025. Et on va démarrer avec The Fragrant Fire Blooms with Dignity. Alors, pour cet animé qui est un petit peu la romance de la saison, petit synopsis s'impose. Donc en fait, l'histoire se déroule dans une ville où en fait il y a deux écoles qui sont assez connues parce qu'en fait il y a un conflit entre les deux. On a d'un côté le lycée Shidori, où en fait c'est une école qui est que fréquentée par des mecs et c'est principalement des des élèves un peu moyens. Et de l'autre, on a un lycée pour filles qui s'appelle Kikyo. Et en fait, la plupart des jeunes filles qui sont là-bas, c'est de la bourgeoisie, c'est des jeunes filles qui sont souvent très riches et qui ont un peu de prestige dans la société. Donc il y a vraiment une fracture sociale entre les deux établissements. Et un jour, on va suivre en fait Rintaro Tsumugi, qui est un élève du coup de Shidori, donc le lycée des mecs. Et en fait, c'est un bonhomme qui a une allure qui est assez imposante. Enfin, il est assez charismatique. Et à côté de ça, il a un petit boulot parce qu'en fait, sa famille, il vient d'une pâtisserie. Et du coup, en fait, il aide sa famille là-dedans. Et un moment, il va faire une rencontre avec une cliente qui va s'appeler Kaoruko Waguri. Et ça va un peu flasher. Parce qu'en fait, Rintaro, il est surpris parce qu'en fait, Kaoruko ne va pas juger Rintaro par son physique ou ne va pas avoir spécialement peur de lui. Et donc, en fait, ça va créer une première petite début de relation. Et ils vont se rendre compte que tous les deux, ils sont chacun dans les deux établissements. D'un côté, t'as Rintaro qui est dans le lycée pour mecs et Kaoruko qui est dans le lycée pour filles prestigieuses. Et en fait, c'est à partir de là, ça va être le début, ça marque le début en fait de leur histoire un petit peu mouvementée entre les deux personnages. Alors, pour cette œuvre, plein d'attentes parce que le manga est super connu. Il y a une commu qui est très boostée aux hormones, j'ai l'impression. Mais donc moi, je suis très content de pouvoir enfin découvrir l'œuvre parce que j'ai pas lu une seule page du manga. J'ai failli le faire à un moment, mais quand j'ai su qu'il allait y avoir l'animé qui allait arriver dans pas très longtemps, je me suis dit bah écoutez, non, je vais attendre un peu comme avec Blue Box. J'allais le faire, mais finalement quand j'ai vu qu'il y avait l'animé, j'ai pas lu et j'ai attendu l'animé et j'ai bien fait. Là voilà, j'espère avoir fait le bon choix aussi. Le premier épisode est disponible actuellement et franchement, c'est un début pour l'instant. Un épisode 1 qui est très honnête. L'épisode 1 globalement raconte le synopsis que je viens de vous raconter puisqu'il se termine quasiment au moment de la rencontre et le premier échange entre les deux persos. Et voilà, c'est vraiment très très cool. Il y a une bonne ambiance. Il y a des super seiyuu, je trouve, en plus dans l'animé. Donc ça, très très cool. J'ai pas encore trop analysé est-ce que c'était assez proche des planches du manga ou pas. Pour l'instant, je me suis vraiment laissé porter par l'adaptation. Et je dois dire que j'ai pas boudé mon plaisir devant ce premier épisode. Un début de romance, somme toute assez classique, mais il y a vraiment une ambiance particulière que je trouve pas chez d'autres. Donc voilà, pour l'instant, c'est un très bon démarrage pour cette romance. Ouais, bah oui, de fou, parce qu'on n'a pas eu des grosses romances durant la saison dernière, et j'avoue qu'une romance à la Blue Box, ça manque pas mal, et du coup, je sens que cet anime-là peut faire pas mal concurrence, donc j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Moi, pour le coup, je me suis rien spoilé, même pas le synopsis, j'ai voulu rien voir, ni le trailer, et j'ai toujours pas vu le premier épisode, mais au vu de comment tu l'as raconté, en tout cas, ça me donne beaucoup envie, et j'ai très très hâte de découvrir tout ça, en tout cas. Donc j'irai voir ça avec plaisir. Information aussi par contre sur l'œuvre, il n'y a pas de distributeur, même de diffuseur actuellement en France. Il y a eu un petit cafouillis entre la diffusion au Japon et la diffusion chez nous. Netflix en fait a programmé ça pour septembre, alors que ça sort en ce moment. Du coup, ça va être plus difficile de trouver les épisodes. Ils sont pas axés sur les plateformes connues tous, donc va falloir se débrouiller par ses propres moyens pour pouvoir visionner les épisodes. C'est ultra dommage parce que ça va pas forcément avoir le rayonnement attendu chez nous en France, je pense, parce que pas d'accès sur Netflix. Merci Netflix. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, pour avoir l'accès en toute légalité, en tout cas, faudra attendre septembre sur Netflix. On passe à la suite, on passe donc à Gashi Akuta. Donc Gashi Akuta, c'est par le studio de Bones Film, donc on avait parlé dans la saison d'avant, qui a fait My Hero Academia Vigilante. Donc ils refont à nouveau une nouvelle œuvre, donc c'est assez intéressant à noter.
Parce que du coup, My Hero Academia Vigilant, l'avantage c'est qu'en fait, il y a eu une belle direction artistique qui a été faite dessus par rapport à la série principale. Et du coup, on avait théorisé comme quoi le studio Bones avait réuni une petite équipe du studio Bones, hein, qu'on connaît tous. Et du coup, ils sont occupés aussi de l'animation de Gachi Akuta. Du coup, déjà sur le papier, je trouve que ça part assez bien. Donc, de quoi ça parle avant tout Gachi Akuta? Donc, on suit l'histoire de Ruto. Ruto qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Donc, il est condamné à mort et jeté dans les déchets, dans une grande décharge publique située sous les bidonvilles. Il va donc y faire la rencontre d'un membre de Cleaner, slash nettoyeur, une organisation qui utilise en gros des objets animés appelés instruments vitaux pour combattre des créatures faites de déchets. Donc Ruto va rejoindre du coup cette team et va, dans l'espoir de se venger, essayer de découvrir la vérité sur la société qui l'a trahi, pourquoi en gros il atterrit ici, etc. Bref, pour le coup, c'est un animé qui m'a vraiment intéressé sur le papier. Ça parle en fait, ça parle quand même de rejet social, etc. Enfin, on est quand même dans un univers un peu sale, dans les bidonvilles, on doit affronter des monstres de déchets, etc. Non, sur le papier, ça m'intéresse beaucoup. Surtout qu'en plus, les chara design en plus des personnages sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup. Et ça me fait un peu penser un peu à Fire Force aussi justement dans le chara design. Et ce qui est marrant parce que du coup, elle a été assistante sur Fire Force. Du coup, on peut y trouver un petit lien, etc. Mais en tout cas, je trouve que l'idée du monde des déchets peut être vachement intéressant. Je pense à un bon potentiel symbolique et social. Du coup, pour cet animé, en tout cas, je vais être très curieux et j'espère avoir déjà une bonne animation dessus, de la bonne action et surtout que on y découvre un peu l'origine de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça m'attire pas mal, quoi. En fait, pareil, moi comme Cédric, je suis assez hype par Gashakuta. Déjà parce qu'en plus de ça, le manga, il se positionne un peu dans cette espèce de vague new gen, au même titre que Sakamoto, que Dandadan, que Kaiju. Voilà, c'est un peu dans le même panier que ces œuvres s'assimilent en fait. Et donc moi j'ai à cœur de découvrir ces œuvres-là. J'ai pas lu le manga pour le coup, mais c'est vrai que j'étais déjà extrêmement intrigué par l'œuvre et voilà, l'épisode 1 est disponible que j'ai eu la chance de voir dès la sortie et je dois dire que c'est une excellente, voire une très 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 bonne surprise. L'univers dans lequel ça se passe, c'est top, hein. Vraiment ça me rappelle il y a un peu ce côté vous verrez pour les fans de One Piece, un peu ce côté, voilà, il y a les dragons célestes et il y a la plèbe en dessous et il y a encore les bas-fonds en dessous. C'est un peu ce délire-là et vraiment c'est hyper bien fait, c'est très bien introduit, je trouve. On comprend très très vite le modèle de société dans lequel ça se passe. C'est pas compliqué à comprendre. En 2 minutes, tu captes tout de suite l'univers. Donc ça j'aime bien que voilà, on clarifie bien son univers. Les persos sont hyper attachant, que ça soit Rudo, on voit un petit peu Chihuahua ou alors le père adoptif de Rudo, Recto, qui sont vraiment des persos assez attachants pour le coup. Et vraiment, j'ai terminé mon épisode, j'avais envie de dévorer mais toute la suite. J'ai failli aller lire le manga direct après quoi. Non, vraiment, c'est beaucoup d'attentes autour de Gashakuta et pour l'instant, le travail que fait Bones Film sur l'œuvre, c'est très très bien. Déjà qu'il était top sur MHA Vigilante, là c'est pareil, très très bien. L'esthétique du manga est vachement bien respectée et ça c'est vraiment très très cool. Donc voilà, Gashakuta c'est à retrouver sur Crunchyroll et à l'heure où on tourne, l'épisode 1 est déjà disponible. Et on enchaîne cette fois avec une œuvre qui sera disponible sur Netflix et cette fois elle sera bien diffusée à l'heure. On enchaîne avec The Summer Hikaru Died. Alors, The Summer Hikaru Died, c'est une des grosses sorties aussi de la saison. Il y a beaucoup de grosses sorties, mais celle-là, elle avait fait un petit peu jaser au moment de son annonce. De quoi ça va nous parler? Et sans surprise, on va suivre Hikaru ainsi que son pote Yoshiki. Ces deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans un petit hameau reculé dans la campagne japonaise. Mais un jour, en fait, Hikaru, à un moment, disparaît en forêt et il est retrouvé à un moment, 6 mois après, en fait,
sa disparition. En fait, j'ai du mal encore à cerner dans le scénario parce que l'épisode 1 est disponible, mais j'y reviendrai. C'est 6 mois après la disparition ou il a été disparu pendant 6 mois. Je pense que ça sera éclairé après ou je suis juste un gros débile, j'ai pas compris. En fait, son pote Yoshiki suspecte fortement que Hikaru a changé depuis sa disparition en forêt. Il est plus comme avant, il a plus le même caractère. Ça se concrétise parce qu'en fait, Hikaru va lui avouer qu'il n'est plus le Hikaru qu'il a connu, qu'il est autre chose. Il est une chose. Et alors là, c'est terrible pour Yoshiki, mais en fait, il refuse d'accepter que son ami a disparu. Et en fait, il va accepter que cette personne n'est plus Hikaru. Il va continuer à l'appeler tel quel, mais ce n'est pas Hikaru. Et donc, en fait, tout le trick de l'œuvre, ça va être sur comment cette chose vit dans le village. Et en parallèle, il se passe des choses un petit peu bizarres au sein du village. Et alors, comme j'ai pu le dire, l'épisode 1 est disponible sur Netflix actuellement. J'ai pris une énorme tarte dans la gueule en voyant ce premier épisode parce que c'est juste génial. Déjà, visuellement, c'est incroyable. Je trouve ça magnifique. Il y a vraiment une qualité de niveau film, je trouve. Donc ça, déjà, c'est hyper agréable. Même si les chara-design des deux persos sont assez basiques, moi, ça me choque pas tant que ça. Dans le décor proposé, ça me choque pas. Parce qu'en fait, il y a toute une patte, notamment pour Hikaru, avec les scènes un petit peu bizarres, qui a amené où tout est plutôt pas mal, les mouvements sont fluides, les visages parlent beaucoup sans dire grand chose, les émotions sont hyper bien transmises, et ça, c'est vachement sympa. Donc déjà, techniquement, c'est super. Et j'avoue que moi, cette histoire de meilleur pote décédé quasiment, on peut le dire, qui est remplacé par une chose, mais qui en fait profite du corps mort de Hikaru pour vivre avec les humains, je trouve ça génial. J'avais jamais vu ça perso avant, et je dois dire que je prends vraiment plaisir à suivre cette œuvre. Donc voilà, moi je kiffe vraiment suivre ça. Très très content de pouvoir enfin voir The Summer Hikaru Died, et j'espère que la suite de l'œuvre sera sur la même lancée, mais en fait que le reste. Mais je me fais pas trop de soucis. Je sais que le manga est vachement apprécié. J'ose espérer que la suite est tout aussi bien que ce premier épisode. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est dispo sur Netflix, l'épisode 1 est dispo dès maintenant à l'heure où on tourne, donc vraiment foncez, on va en parler encore pendant un petit moment. On enchaîne avec une autre partie 2, encore une fois, et cette fois, on va parler de Dr. Stone. Alors, du coup, Dr. Stone, Science Future, partie 2. Donc, Dr. Stone, maintenant, vous connaissez. On en a déjà parlé aussi dans la saison d'hiver. C'est toujours produit par TMS Entertainment. C'est, du coup, la deuxième des 3 parties de saison. Donc là, on va dire qu'on est à la moitié de la saison finale. Pour un peu résumer ce qui s'est passé dans la première partie, donc Senku et tout son équipage sont donc arrivés aux États-Unis. Et ils vont y découvrir le docteur Xeno, qui est aussi qui est un ancien ingénieur de la NASA qui a également été victime de la pétrification. Et contrairement à Senku, qui lui voit la science comme un outil de progrès pour tous, etc., Xeno, lui, utilise dans le but de domination. Forcément, donc, les deux vont s'opposer par rapport à leur vision et vont, en tout cas sur la dernière partie de saison, vont essayer de mener une sorte d'affrontement stratégique entre les deux, notamment et notamment Senku qui veut lui capturer le docteur Xeno, et Xeno qui lui veut le tuer. Sauf qu'au final, c'est Senku qui y arrive, qui parvient à capturer le docteur Xeno. Donc maintenant, l'objectif de l'équipe se tourne maintenant à l'Amérique du Sud, où provient à la base du coup tout le signal qu'ils ont reçu par rapport à la pétrification, etc. J'avais beaucoup moins apprécié cette première partie de saison qui était du coup qui changeait parce qu'on est sur un nouveau continent. Cette fois-ci, on était vraiment sur une guerre entre deux scientifiques, donc c'était vraiment c'est vraiment deux cerveaux qui s'affrontaient, donc c'était vachement pertinent à suivre. Notamment, du coup, comme on arrive aux États-Unis, du coup, il y a des nouvelles technologies que Senku n'avait toujours pas développées, notamment, il y a un avion de chasse, etc., des fusils et tout. Donc voilà, donc ça développait plutôt bien la continuité de tout ça et tout. Et on va voir aussi, du coup, potentiellement, l'enfin, on va recevoir peut-être la révélation sur d'où vient la pétrification, comment tout ça est arrivé, etc. Donc, on a très très hâte de voir ce qui va se passer. Donc voilà, donc vous pourrez retrouver du coup cette partie 2 de Dr. Stone à partir du 10 juillet sur Crunchyroll. On passe à la suite, on va passer donc à Tougen Enki.
Alors, Tougan Hunky, pareil, c'est aussi une sortie qui était je sais pas si c'était attendu. Moi, je l'attendais vachement parce qu'on a eu des visuels, des trailers qui étaient vachement envie. C'était bien animé, c'était beau. Donc, moi, je m'étais dit, bah allez, on va attendre ça patiemment. Et donc là, ça sort cette saison. De quoi ça veut nous parler? On va suivre Shiki Ishinose, qui est, voilà, au premier abord, un ado rebelle comme d'hab. Mais en fait, on va apprendre très vite qu'il est l'héritier du sang d'Oni. Donc, en fait, ce dernier, lui, il a vécu toute son enfance en ignorant ce qu'il était vraiment. Et à un moment, en fait, il y a un inconnu qui va tenter de l'assassiner chez lui. Et c'est là que va se révéler toute la vérité, notamment grâce à son beau-père. En fait, l'homme qui a tenté de s'en prendre à lui, c'est un Momotaro. Et en fait, les Oni et les Momotaro, ils ont jamais pu coexister ensemble. Ils se sont toujours fait la guerre. Et donc, on va suivre un peu Shiki après toutes ces révélations. Et en fait, on va voir comment il va prendre parti là-dedans. Est-ce qu'il va pas chercher un petit peu à réconcilier les Oni et les Momotaro, pourquoi pas en éliminant ceux qui cherchent un peu à poursuivre la guerre. Écoutez, un synopsis, voilà, tout à fait classique. Moi, pour le coup, en fait, j'attendais vraiment cette œuvre, pas pour son histoire, hein, mais vraiment pour l'aspect technique, pour en prendre plein les yeux. J'étais vraiment là, me dire que ça va être le grand spectacle, ça va être sympa. Il y a un bon casting de seiyuu pour le coup, donc hâte de découvrir ça. Ce sera dispo sur Netflix. Normalement, pas de problème de diffusion pour Tougen, donc on croise les doigts qu'il n'y ait pas de problème par la suite. C'est animé par le studio Ibari. Et donc voilà, le studio Ibari, on les connaît pour avoir animé 2 saisons de iCard et qui visuellement étaient pas trop mal, mais là ça a l'air d'avoir pris un niveau au-dessus pour Tougen. Donc voilà, j'ai pas tant de choses que ça à dire en plus. Je suis juste très hypé pour le fait d'être bien diverti, du grand spectacle, des bons combats, pourquoi pas quand même quelques petites révélations à droite à gauche pour quand même maintenir la niaque du truc. Donc voilà, hâte de découvrir ça pour le coup. Ouais. Donc voilà, ce sera dispo sur Netflix et on enchaîne avec encore une saison 2, mais pas n'importe quelle saison 2. Puisque là, on va parler d'une œuvre qui est très chère aux yeux de Cédric et que j'apprécie aussi énormément de mon côté. Puis on va parler de la saison 2 de Grand Blue. Alors, du coup, Grand Blue saison 2. Alors là, j'avoue que, voilà, comme a dit Paul, pour moi, c'est une de mes œuvres préférées. En tout cas, c'est l'un des rares animés auxquels j'ai pu mettre un 10 sur 10. Alors qu'en vrai, le scénario n'a pas non plus quelque chose de très extraordinaire, hein, pour faire vite un petit topo de la saison 1 en tout cas. Donc c'est Yori Kitahara qui débarque dans la ville de son oncle, qui est propriétaire d'un magasin de plongée. Va finir par du coup rejoindre son club, donc le Bikabook. En fait, à première vue, on peut penser que voilà, c'est donc Yori qui va du coup rejoindre l'université, qui va également switcher entre la plongée, etc., l'histoire avec ses oncles, etc. Voilà. En fait, à première vue, voilà, ça a l'air quand même assez mignon. On va apprendre des choses sur la plongée, les techniques de plongée, enfin comment marchent les techniques, le langage à apprendre, découvrir les fonds marins, etc. Mais en fait, pas du tout. Très vite, on comprend qu'en fait, c'est pas le gros cœur du sujet, même si bon, ça reste quand même la ligne rouge de Grand Blue, parce qu'en fait, Grand Blue, c'est avant tout une comédie qui est complètement barrée. C'est en fait dès les premières minutes, de toute façon, on sait dans quoi tu t'embarques. En gros, t'as Yori qui, comme j'ai dit, arrive dans sa ville, débarque chez ses oncles, et en fait, au moment où il pousse la porte du club, il tombe sur son oncle, à poil, avec tous ses potes en train de se bourrer la gueule. Et du coup, t'as Yori qui referme la porte et qui se barre, et t'as ses oncles qui vient les poursuivre en mode, non, viens nous rejoindre et tout. Enfin, c'est ça, l'animé, c'est l'essence même de tout ça, c'est des soirées alcoolisées, c'est plein de situations absurdes, un humour tellement ravageur où il y a des mecs à poil, où on va faire des concours de beauté pour hommes et tout, essayer de se bourrer la gueule le plus, enfin, c'est déjanté. Franchement, c'est l'animé où clairement
On ressent l'aspect vacances, on est là vraiment pour se détendre. Rien qu'au niveau de l'opening, en plus l'opening de la saison 1, ça fait typiquement vacances. T'as vraiment envie de partir avec des potes au bord de la mer, etc. T'amuser et tout. Cet animé c'était sorti en 2018 je crois. Et j'ai dû le regarder je pense au moins 4 à 5 fois, je pense, parce que je l'ai fait découvrir à pas mal de personnes, parce que ça a été vraiment, comme je l'ai dit, un gros coup de cœur. Je pense que c'est l'un des animés qui m'a le plus fait rire. Pas tout animé confondu, mais en tout cas, ou en tout cas, j'en garde un très bon souvenir. Surtout qu'en plus, bah, mais en tout cas, Grand Blue, ça a déclenché quelque chose en moi. Pour le coup, ça a déclenché déjà un rêve de plongée, parce que oui, on parle de tout l'aspect humour, voilà, déjanté, etc. Mais des fois, en fait, il y a un truc qui est super intéressant avec Grand Blue, c'est que ça sait très bien doser les moments assez humoristiques et les moments très calmes, très contemplatifs, où justement on est dans ces moments de plongée. Quand on découvre la plongée, là on reste du sérieux. De toute façon, c'est ce que disent ses oncles, c'est qu'ils sont là pour s'amuser, mais quand on parle de plongée, là on est sérieux. On découvre comment se passe la plongée, comment ça marche, quels sont les signes à faire et tout pour dire voilà, là c'est ok, là faut remonter, etc. On passe du coup forcément sur des passages muets dans l'animé, même si bon on a toujours le personnage qui parle dans sa tête, du coup voilà, ça permet un peu quand même de donner un petit rythme et tout. Mais en fait c'est en tout cas dans l'animé, dans les souvenirs que j'ai, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai vu Grand Blue, il y avait quand même des très très beaux paysages sous l'océan. C'est pas des paysages qu'on a l'habitude de voir en plus, hein, parce que des animés qui se passent sous l'eau, j'en ai pas vu énormément. Le seul qui me vient en tête là, c'est One Piece. Donc non, franchement, c'est des très beaux décors. Et là, je parle de l'animé, mais au niveau du manga aussi, je vous conseille d'aller voir aussi les planches qui ont été faites quand ils sont sous l'eau. C'est extraordinaire comment c'est incroyablement beau. Franchement, le nombre d'heures qui a dû être passé franchement à dessiner tous les détails, les rochers, les poissons, les méduses, etc. Franchement, juste aller regarder sur Google les planches de Grand Blue, c'est magnifique. Bon, évidemment, c'est beau quand ils sont dans ces moments-là, parce que forcément, quand on arrive au moment un peu humoristique, etc., on passe vraiment sur des choses un peu plus classiques. Mais voilà, Grand Blue, c'est très beau, c'est très drôle, c'est débile, c'est hilarant. C'est pour moi l'animé parfait à regarder pendant l'été. Donc je suis très content déjà qu'il sort durant cette saison. Très content aussi d'avoir la suite, parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Cette suite, même, je suis pas le seul, hein, il y a une très grosse communauté derrière. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, il fait partie aussi des mangas les mieux notés sur le site d'Anilist, hein, qui est quand même entouré de Jojo Party 7, Slam Dunk, Monster, Kingdom, Full Metal, Berserk et tout. Et au milieu de tout ça, t'as Grand Blue. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ça a quand même une très bonne réputation, que c'est beaucoup apprécié par les gens. Il y a des chances que vous aimez Grand Blue, parce que c'est passionnant, c'est drôle, etc. Donc franchement, vous pouvez vous y retrouver. On va passer maintenant à Ruri Rock. Alors, Ruri Rocks, alors ça, c'est un petit animé qui va sortir donc cette saison, qui a l'air très sympa, et je pense que là, on va vraiment pouvoir parler de sujets un peu plus spécifiques quand Kenoboy Girl Friendship machin là. Vous allez vite comprendre pourquoi. Petit synopsis avant de démarrer. Donc en fait, on va suivre Ruri, qui est donc une lycéenne qui est passionnée en fait de bijoux et d'accessoires, et elle est fascinée par un moment par un cristal qui va dans un magasin, et en fait, ça va lui donner l'envie d'aller en chercher soi-même. Donc en fait, elle prend la direction des montagnes. Et en fait, sous conseil de sa mère, que en fait son grand-père, pareil, en cherchait aussi il y a longtemps. Et donc, en allant à la montagne, elle va croiser par hasard Haruto Nagi, qui est en fait une étudiante diplômée en minéralogie, je crois que c'est le terme. Et en fait, elle va lui montrer en fait plusieurs gisements de différentes roches. Et en fait, ça va créer une vraie alchimie entre la lycéenne et l'étudiante. Et elles vont partir toutes les deux en fait à la recherche de pierres en montagne dans différents décors. Je pense que vous comprenez un peu pourquoi ça nous intrigue cette saison, suite à la déception de l'autre romance de merde là, qui était censée quand même nous parler un peu de bijoux, de plantes, etc. Là, on a un animé qui va nous parler vraiment typiquement de matériaux, de pierres précieuses, de comment on en trouve, quelles sont les techniques de recherche. Juste pour ça, je me suis dit, allez, c'est le moment où on va apprendre des choses.
Et l'épisode 1 est déjà sorti, que j'ai déjà pu. L'animé, en fait, est vraiment là pour te transmettre la passion de partir en montagne, en forêt, à côté de chez toi, pour tabasser du caillou et trouver des petits trésors, en fait, à droite à gauche. Et en fait, ça, de la création naturelle, qu'en fait, que c'est la vie qui se déplace, parce que rien n'est figé, rien n'est fixe. En fait, tout l'écosystème mène à la création de ces pierres. Et il y a des techniques bien particulières pour les trouver. Et je trouve ça passionnant. Et de voir cette étudiante en minéralogie qui transmet tout son savoir à cette jeune lycéenne, les voir toutes les deux interagir, c'est vachement plaisant, je trouve. Je sais que par la suite, il va y avoir d'autres persos qui vont intégrer la petite équipe. Pour l'instant, elles sont que toutes les deux. Et je trouve ça vachement sympa. Il y a vraiment l'envie de transmettre une passion, un métier, un art de faire cette chose-là. Donc moi, juste pour ça, j'ai très très hâte de découvrir la suite. Plus techniquement et visuellement, c'est pas trop mal. C'est même plutôt joli. Le studio derrière, c'est le studio Bind, qui a récemment fait Flower and Ashura et qui est aussi connu pour adapter Mushoku Tensei. Si on enlève toute l'histoire de merde de Mushoku Tensei, techniquement c'est très très beau et ça se ressent dans Ruri Rocks. C'est franchement très joli, donc voilà, très très content de pouvoir démarrer cet animé et hâte de voir la suite. Je sais pas si toi Cédric, ça va te passionner autant que moi, mais voilà, moi je suis à fond là-dedans. Ah si, mais moi, tu sais, quand les animés qui parlent d'un sujet à la base où on s'en tamponne, genre les pierres, genre qu'est-ce qu'on s'en fout des pierres, vraiment, genre comment ça marche et tout, comment ils récupèrent tel matériau et tout, genre à la base c'est un sujet qui m'intéressait pas du tout, mais les animés ont ce pouvoir de prendre quelque chose à la base qui t'intéressait pas et te développer une vraie passion là-dessus, donc pour le coup, non, c'est un animé que j'attends énormément, surtout que oui, tu parlais du niveau technique. Au niveau des visuels qu'on a vus, il y a des paysages et des lumières qui sont incroyables pour un animé comme ça. Je m'y attendais vraiment pas. Donc moi, je suis très intrigué, surtout sur le plan technique aussi. Donc si à la fois l'animé peut être intéressant et en plus visuellement très joli, moi je suis à fond dedans. Donc j'ai très très hâte de voir ce que l'animé nous réserve et hâte d'en apprendre beaucoup sur les fameux minerais, etc. quoi. Donc voilà. Tu penses que Jack Black va faire une petite voix dans l'animé? C'est sûr. Diamonds. Pickaxe. Donc voilà, Rui Rocks, on est très content de découvrir ça et c'est disponible sur Crunchyroll. Et on enchaîne avec un autre animé original puisque on a décidé aussi de regarder pour cette saison Bullet Bullet. Alors du coup, Bullet Bullet, on voulait absolument vous en parler parce que c'est un animé de Disney+. Et on connaît la communication de Disney+, qui est de zéro, littéralement, alors que l'animé a l'air, franchement, il vaut vraiment le coup d'œil. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est Bullet Bullet, faut s'imaginer que c'est un animé un peu à la Mad Max dans un futur un peu post-apocalyptique. On est dans un monde très désertique où la civilisation s'est effondrée, il n'y a plus rien du tout, la technologie n'existe quasiment plus. Et en gros, sur le temps, du coup, il y a des anciens matériaux du passé, etc., qui sont devenus des vestiges très précieux, des reliques qui coûtent très cher maintenant aujourd'hui, sont revendus à des boutiques, etc. Et du coup, on va suivre Gear, qui est un jeune garçon qui justement tient une boutique de ferraille. Et en gros, un jour, ils vont récupérer un objet qui va avoir une valeur vraiment inestimable et vont se faire poursuivre du coup par plein de méchants, plein d'assassins, etc. Parce que c'est un objet assez particulier qu'ils auraient pas dû voler justement à la base. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un animé de Disney+. Ça vaut vraiment le coup d'œil en tout cas parce que les animés un peu post-apo, etc. c'est quand même assez bien traité dans l'animation japonaise. On a eu notamment Apocalypse Hotel dans la saison d'avant qui était justement excellente là-dessus. L'animation par rapport à ce qu'on a vu sur les trailers, ça reste quand même assez correct, c'est pas non plus extraordinaire. Des fois, il y a un peu de 3D où c'est pas non plus ultra joli, mais bon, encore une fois, c'est des trailers, on va pas se baser sur ça, on attend de voir l'animation, les premiers épisodes, etc. Donc, on verra à ce moment-là. Mais justement, en parlant d'épisodes, alors après, je sais pas s'il y a eu des mises à jour depuis, mais donc on aura 12 épisodes qui seront scindés en deux parties. Donc, on aura 8 épisodes le 16 juillet et 4 épisodes le 13 août. Donc, autant vous dire qu'en termes de diffusion, c'est catastrophique. On a notamment eu ça pour la partie 6 de notre regretté Jojo, partie 6 de Stone Ocean, qui a été charcuté par Netflix justement en postant 3 parties de l'animé et du coup les gens ont perdu totalement l'intérêt
pour cette partie-là, ce qui est bien triste. Du coup, voilà, donc c'est un animé qui va passer dans l'ombre dans cette saison, ce qui est vraiment dommage parce que ça m'a l'air quand même assez cool, tu vois, dans l'ambiance. Donc, on vous conseille vraiment de vous pencher dessus et d'aller regarder ça parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Donc, ça sortira du coup le 16 juillet pour les 8 premiers épisodes. Et on passe directement à Lord of Mystery. 我叫周明瑞，一名大吃货国的社畜，现在是停更的历史系毕业生，克莱恩·莫雷蒂。 Donc, alors, Lord of Mystery, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ça avait fait un peu de bruit sur Twitter notamment et d'autres réseaux parce que les trailers annonçaient du très très lourd, donc animé chinois hyper bien animé, plein de budget à la même level que ça soit To Be Hero X ou Supercube. Voilà, il y avait un peu les mêmes réactions. Il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis, donc voilà, ça a déjà un peu commencé à se faire connaître, mais je vais quand même un peu vous pitcher l'histoire. Donc en fait, on suit So Miguri, qui en fait, sans trop qu'on va savoir ce qui va se passer, il va faire un bond dans le temps. Il va se retrouver dans le passé, dans la peau de Klein Moretti, dans un monde un peu alternatif de l'époque victorienne. Et en fait, il va arriver dans ce corps parce qu'il a essayé un peu de jouer avec la magie, etc. Et il va pas comprendre ce qui va se passer parce qu'il y a plein de mystères autour de lui. Lord of Mystery, ouh. Mais alors, en gros, il comprend pas parce qu'il a une blessure qui est énorme au niveau de la tempe. Il voit qu'il y a un revolver sur son bureau, mais il manque une balle. Donc, il commence à se demander si le fameux Klein Moretti, il a pas essayé de se suicider. Et dans son carnet, il y a écrit dans la toute fin du carnet, nous allons tous mourir. Il se pose beaucoup de questions. En plus de ça, on s'est saupoudré d'une autre affaire en parallèle. Donc, dans cette fameuse époque victorienne, il y a 2 personnes qui décèdent de manière un peu mystérieuse. La police arrive à tirer le fil, donc jusqu'à Klein Moretti. Et le temps de comprendre un peu dans quel monde il vit, comment ça fonctionne, Klein, en fait, va se laisser un peu porter par toute cette histoire. Et en fait, il va même intégrer l'espèce de police qui a tiré le fil jusqu'à lui pour devenir un transcendant. Donc, qu'est-ce qu'un transcendant ? Ce sont des gens qui développent des pouvoirs autour d'une grande variété de pouvoirs. Et plus la séquence, c'est un peu le level de puissance, est basse, plus tu es fort. Donc, si tu es séquence 7, tu es déjà très très fort. Et je crois qu'en tout, il y en a 29. Donc, voilà. Et donc en fait, on va suivre le personnage qui va essayer de comprendre dans quel monde il vit et comment il va faire pour essayer de bien maîtriser la situation, comment essayer de retourner dans son ancien corps et voir ce qu'il peut en faire avec ses nouveaux pouvoirs qu'il a acquis récemment. Alors, qu'est-ce qu'on pense pour l'instant de Lord of the Mysteries ? Alors moi, de mon côté, je vais pas vous mentir, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai dévoré les 3 premiers épisodes. Alors, rien que le format, c'est particulier. On n'est pas sur des épisodes de 20 minutes, on est tous sur des épisodes de 30 à 35 minutes. Donc voilà, chaque épisode a le temps de bien développer ce qu'il veut raconter. Et puis on avance quand même pas mal dans l'histoire à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Et déjà, techniquement, c'est magnifique. Enfin, vraiment, l'animation est juste éblouissante. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude sur ce podcast, mais on a des vrais coups de cœur sur les productions chinoises parce que techniquement, ça met la barre haute, voire au-dessus de certaines très bonnes œuvres japonaises. On l'a vu avec Supercube ou avec To Be Hero X en ce moment. Et ben là, c'est pareil et limite, je trouve ça encore mieux parce que ça propose des plans de caméra assez audacieux. Les séquences de combat sont ultra originales. C'est nerveux comme tout. Alors oui, encore une fois, le scénario est un peu flou. Bon, on sent que c'est un peu plus travaillé que les autres œuvres qu'on a pu constater avant. Mais là, ouais, on met du flou exprès, on donne un petit peu d'informations au fur et à mesure. On sent que là, il y a une petite montée de puissance sur le plan de l'histoire. Mais alors là, vraiment, visuellement, on prend une tarte dans la gueule. C'est astronomique. Et franchement, moi, là, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir continuer à voir les épisodes. Il y a vraiment tout un univers très magie, un peu dark. Il y a même un petit côté un peu horreur des fois. Enfin, vraiment, il y a une ambiance très très particulière, un peu thriller, horreur, mystère. Enfin voilà, il y a un côté qui est vachement sympa. Et puis ce personnage, donc Clay Moretti, qui joue un peu un double jeu, qui se laisse porter dans l'univers dans lequel il est, mais au fond, il a des plans bien plus élevés que ça. Donc il est un peu obligé de mentir à tous les persos qui croisent. Et on sent qu'il va essayer de contrôler la partie pour atteindre des niveaux de puissance complètement dérisoires. Donc voilà. Moi, je trouve ça
impressionnant en termes techniques. Très très hâte de savoir la suite de l'histoire, mais si j'ai peur d'être un peu déçu au vu des autres histoires des productions chinoises, hors Link Click. Donc voilà, très très hâte. Puis même quand je vois les notations des mangas, enfin des œuvres papier, parce qu'il y a il y a deux mangas, c'est très très bien noté, donc franchement très très hâte de voir la suite. C'est sur Crunchyroll, donc voilà, foncez tout de suite. Et on enchaîne avec peut-être bien et encore une énième masterclass de cette saison, puisqu'on enchaîne avec Takopi no Genzai. Alors du coup, Takopi Original Sin, alors c'est assez particulier. Je sais même pas comment l'aborder parce que bon, je vais expliquer d'abord de quoi ça parle, etc. Donc on a Takopi, donc un petit extraterrestre tout mignon, tout rose, etc. qui débarque sur Terre avec une mission en tête, répandre le bonheur. Et il va faire la rencontre de Shizuka, une élève voilà qui est toute seule, qui est en CM1, elle se cache un peu des autres élèves, c'est bizarre, etc. Mais lui, son objectif à Takopi, donc le petit extraterrestre, c'est de lui donner le sourire. Voilà, elle veut absolument répandre son bonheur sur elle, et en fait son but à ce petit extraterrestre, c'est au moins de voir un tout petit sourire de la part de Shizuka. Sauf que bizarrement, Shizuka, elle est vraiment très triste et très malheureuse. Elle revient avec plein de coups partout sur le corps et tout machin. Elle est orpheline et vit toute seule chez elle avec son chien. En fait, voilà. Alors, en fait, je vais m'arrêter là. Tout simplement, je vais m'arrêter là sur le synopsis parce que, en fait, au début, on pourrait croire que on est en face d'un animé un peu pour enfants, mignon et inoffensif. Mais en réalité, non, c'est tout l'inverse. Hein. L'histoire bascule très rapidement dans quelque chose de beaucoup plus sombre, avec une vraie rupture de ton. On y aborde le harcèlement scolaire de manière crue, sans filtre. C'est assez dur à regarder. Il y a un message d'avertissement qui apparaît d'ailleurs dès les premières minutes avec un lien vers un site d'aide en cas de pensée suicidaire. Et l'épisode était très dérangeant, surtout en fait le côté contraste, l'ambiance était assez légère, naïf au début, et en fait le fait que ce petit alien fait face à une situation qui nous spectateurs nous dépasse complètement. Il y a un décalage en fait qui crée une sorte d'atmosphère vraiment bizarre. En fait, ce qui est un peu glauque dans l'animé, c'est que on a d'un côté Takopi, qui est un petit extraterrestre, donc qui nous vient de droite de la planète Happy, et en fait qui naïvement pense qu'avec des petits gadgets, on peut rendre heureux n'importe qui. Et en fait, à côté, on a vraiment une Shizuka qui est au bord de la mort en fait, enfin genre qui est à bout de souffle, qui n'en peut plus, qui subit en fait l'école, la société sur tout son poids, et sa seule corde à laquelle elle peut s'accrocher, bah c'est son chien. Et en fait ça, ta copine le comprend absolument pas. On le voit vraiment dans le premier épisode, et naïvement en fait elle pose des questions qui paraissent tellement évidentes pour nous, mais pour quelqu'un d'extérieur, c'est des concepts très durs à comprendre parce que c'est tellement au cœur de notre société, genre de choses, que bah c'est ça qui crée le malaise en fait. Et c'est ça où l'œuvre est hyper impressionnante. Cette espèce de malaise créé entre Shizuka qui a ça de commettre l'irréparable, et Takopi qui est en mode mais non t'inquiète, je vais te trouver je sais pas un parapluie magique, tu vas voir, avec ça tu vas donner le sourire à tous tes copains. C'est ça, et on creuse dans le malaise, on creuse dans le glauque, et ça montre en fait à quel point le harcèlement régulier, sauvage, peut en fait te tuer psychologiquement. En fait, t'es un être humain de chair et de sang, mais t'existes plus, t'es effacé à travers les mots, à travers les personnes, et là-dessus, Takopi réussit parfaitement à nous transmettre ce message-là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai clairement retenu après mon visionnage de mon premier épisode, et encore là on fait exprès avec Cédric de pas trop vous en dire non plus, mais allez voir franchement ces épisodes-là. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, de toute façon ça démarre avec un message de prévention, donc voilà, à vos risques et périls là-dessus, ne vous tentez pas à avoir des choses que vous ne pouvez pas voir, mais ça va vous marquer, je pense, au fer rouge. Et rien que déjà Cédric et moi, on n'est pas encore allé au bout de l'œuvre. On sait déjà que ça va être un choc pour nous, je pense, et on a hâte, entre guillemets, de continuer. Hâte, je sais pas, mais mais oui, on a hâte de voir ce que va nous proposer l'histoire après, quoi. Donc on va rester un petit peu dans la déprime avec un animé qui, pareil, sait refléter la déprime, etc. En tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi et Paul, ça a été le cas. On va parler de Onmyo Keiten Reverse.
開け家訓死ぬまで負けは認めんな死んでも負けは認めん Onio Kaiten, il va se faire ça. Alors, avec prononcer le nom, c'est un calvaire, mais alors, je vous raconte pas la suite. Alors, déjà, je pense, avant qu'on tire sur l'ambulance, je pense qu'il faut absolument que je vous pitch un peu l'histoire. Donc, en fait, on suit donc Takeru, qui est un délinquant solitaire, voilà, et sa vie, globalement, ça se résume à bagarre. Et le seul moment où il est un peu rêveur, quoi, c'est qu'en fait, tous les soirs, quasiment, il imagine une jeune femme, Tsuki Miya, je crois que c'est son prénom, donc le mec pas trop dérangé déjà. Et suite à un accident, gros camion dans sa tête, il va se réveiller dans un qui lui est complètement étranger, voilà. Sauf que à un détail près, il y a Tsuki Miya dans son monde. Et là, bam, les gars. Non, bon, en gros, trêve de plaisanterie. C'est de la grosse merde. C'est une merde qui pompe allègrement plein de concepts d'autres œuvres. Pour ça que je l'ai baptisé Code Bleach ReZero. Parce que il y a du mecha pompé à mort sur Code 10. Le monde dans lequel il tombe, c'est complètement la Society de Bleach. Et quand... Bon, ça sert à rien, je vous spoil là-dessus, mais quand il meurt, en fait, il est réincarné au moment où il a démarré sa nouvelle... En fait, et vous allez nous demander, mais pourquoi vous regardez cette merde, en fait? Mais parce que c'est ça qui est bon. Parce qu'en fait, c'est tellement de la merde que ça en devient, mais extrêmement drôle. C'est à se pisser dessus de rire parce que l'animé se prend tellement au sérieux alors que c'est d'un ridicule. En plus, c'est moche. Qu'on s'est dit, tiens, ça va être notre souffre-douleur de la saison avec Cédric, un peu comme l'était Begin After the End. Voilà, on va se faire un malin plaisir à regarder ce chef-d'œuvre. Donc voilà, ça sert à rien de regarder, hein, je vous jure, ça sert à rien. Mais nous, on va vous en parler parce que ça va être marrant, vous allez voir, on va bien rigoler avec cette merde. Voilà. Après, justement, si ça peut ça peut aussi vous faire marrer parce que le concept est tellement débile que ça peut peut-être vous titiller et faut vraiment le regarder avec un œil de nanar parce que clairement, il y a tellement rien qui va, c'est tellement ridicule les situations que franchement, enfin, on laisse complètement tomber une possibilité que ça redémarre, que ça redevient bien, etc. Non, c'est impossible, c'est vraiment éclaté au sol. Et après, il faut quand même préciser aussi, et c'est là que c'est un peu bizarre quand même, c'est que c'est un animé de David Productions. Donc David Productions qui ont fait Fire Force, Urusei Yatsura, quasiment toutes les parties de JoJo récentes. Et il y a lui dans tout ça, on ne sait pas pourquoi David Productions s'est lancé là-dedans. Aucune idée. Surtout qu'ils sont en train de faire la partie 7 de JoJo, donc c'est Ball Run. Donc je sais pas pourquoi ils perdent du temps ou du budget là-dedans, c'est assez flou. Donc il est très bizarre cet animé honnêtement donc mais c'est ça qui est bon. Moi dans Baking After the End, j'espérais que c'était mon nanar de la saison mais au final j'avais vraiment trouvé ça nul mais vraiment nul dans le sens même du terme. Là c'est nul mais c'est drôle et clairement j'ai hâte de voir la suite. J'ai tellement hâte que l'animé me vienne me rapporter plein de trucs encore débiles. J'ai que hâte de ça. Ça va être super, mon visionnage. Je vais adorer. On va donc passer maintenant aux animés solo. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi j'en ai 8 et Paul, tu en as 7. Je commence avec mon premier animé solo qui est Rascal Does Not Dream of Santa Claus. Donc alors, cet animé, en fait, il prend place dans la continuité des œuvres Bunny Girl Senpai. Donc, je vais pas vous faire l'affront de vous résumer tout l'univers de Bunny Girl Senpai parce que voilà, il y a déjà eu une saison 1 qui est sortie il y a déjà quelques années. Il y a une trilogie de films qui est à visionner pour arriver à cet animé-là. Donc, je considère que voilà, si vous êtes là, c'est que vous connaissez très 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 bien l'univers et que voilà, vous êtes déjà bien familier avec tout l'univers. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, qu'on est vraiment rendu au moment où Sakuta, en fait, a désormais terminé le lycée et il va continuer ses études à l'université. Et voilà, il laisse peu à peu son adolescence derrière lui. Il pense que voilà, lui, le syndrome de la puberté, tout ça c'est terminé, jusqu'au moment où il va croiser la route d'un nouveau personnage qui potentiellement souffre du même syndrome. Bon voilà, l'épisode 1 est déjà disponible à l'heure où on tourne. Forcément, moi j'adore l'univers de Bunny Girl Senpai, je trouve que c'est
univers génial. Enfin, c'est tellement riche, tellement vaste. Les personnages de fou, quoi. Il y a le meilleur couple ever dedans, quoi. Sakuta et Mai. Donc, moi, j'adore. Et le fait de retrouver l'animé sous format d'épisode, bah, ça me fait extrêmement plaisir depuis la saison 1. Donc ça c'est vraiment agréable. J'espère que l'histoire va être tout aussi bien. Je ne fais pas de soucis, moi j'ai adoré la trilogie de films juste après la saison 1, donc je me fais pas trop de mal sur cette nouvelle saison. Donc voilà, hâte de pouvoir vous partager mon ressenti sur l'œuvre. Et pour l'instant ce premier épisode, très très bien. Ça suit vraiment juste après la fin du 3e film. Donc très content de retrouver les persos et voilà, hâte de voir ce que ça va nous proposer. J'enchaîne avec le remake de Hell Teacher. Donc, comme j'ai pu le dire, donc c'est un remake, encore une fois, d'un vieil animé des années 90 qui a déjà eu plusieurs adaptations et là on en a une nouvelle. Donc alors de quoi ça parle ? On va suivre Nube, en fait, qui est un professeur, voilà, qui fait des blagues un peu maladroits, un peu comme Onizuka dans GTO. Sauf qu'en fait, il a un secret. Il porte un gant au niveau de la main gauche. Et en fait, sous ce gant, il y a une main de monstre ou de démon. Il a aussi une capacité pour pouvoir sentir les fantômes, les mauvais esprits, les démons. Et en fait, il va pouvoir protéger ses étudiants contre toutes les mauvais esprits, les mauvaises âmes qui veulent s'attaquer à eux. Donc voilà, rien que les chara-design, ça pue les années 90. Moi, je connaissais absolument pas. J'ai juste vu que voilà, nouvelle adaptation de telle œuvre à ne pas louper, etc. Donc j'avais planifié ça depuis un moment, depuis l'annonce où ça avait été fait. Et voilà, bah, c'est enfin là. Écoutez, moi, j'ai pas spécialement d'attente sur ça. Moi, j'attends de découvrir ce manga, découvrir l'univers, de quoi ça parle, quels sont les persos. Je m'attends pas à une histoire de dingue. Pour le coup, je pense que je serais pas trop surpris. Il y a déjà un gros épisode de 40 minutes en fait qui regroupe les 2 premiers épisodes en un. Bon bah voilà, c'est très très simple. Hein. Ça commence avec des blagues du professeur. Un démon arrive, on cherche comment battre le démon, combat épique, résolution, morale, fin d'épisode. Donc voilà, c'est très classique, bien dans son jus. Visuellement, c'est ok, c'est quand même plutôt bien réadapté. Donc voilà, hâte de voir un peu ce que ça va donner. Je sais pas si je vais continuer à aller au bout du truc, mais voilà, pour l'instant, c'était assez nerveux pour que je continue. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner pour Hell Teacher. On enchaîne avec la saison 2 de Reborn as a Vending Machine. Alors oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que cette merde vient foutre là-dedans ? Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas, c'est un isekai qui a fait parler de par son concept, puisqu'en fait, on suit l'histoire d'un humain qui va mourir suite à un accident qui va mêler un camion et un distributeur automatique. Et il va se réincarner dans un univers de magie de fantasy sous l'informe d'un distributeur automatique. C'est complètement con, c'est complètement ridicule, c'est presque, je vais vous le dire, c'est de la merde. Mais en fait, j'avais regardé la saison 1 avec un très très bon pote à moi et on s'était marré à regarder tous les épisodes. Vraiment, les 12 épisodes, on les a torchés et ça nous a beaucoup fait rire. Voilà, en fait, exactement comme Onmyo Kaiten Rebirthverse, en fait, c'est un énorme nanar. Le concept est bête à en mourir. Mais en fait, c'est tellement bête qu'en fait, ça en est drôle et étonnamment assez divertissant. Donc voilà, je vais vous en parler dans les animés solo. C'est évidemment pas la cam de Cédric, hein, vous vous en doutez. Mais voilà, c'est encore une fois un animé qui est tellement nul qu'on va en rigoler. Je vous invite pas du tout, pour le coup là, je vous invite vraiment pas à aller voir ça, sauf si vous voulez vous taper une barre sur un concept qui est plus que ridicule. Donc voilà pour cette saison 2 de Reborn as a Vending Machine. J'enchaîne avec Apocalypse Bringer Mingora. Eternal Nations. 僕が最も愛したゲームの最も愛したキャラクター。 Donc là, dans cet animé, en fait, on va suivre Takuto, qui est le meilleur joueur du jeu vidéo Eternal Nation. C'est un jeu de stratégie qui est assez en vogue à ce moment-là, qui est un jeu de politique.
Et ce joueur, en fait, il est connu pour avoir terminé le jeu au plus haut niveau de difficulté avec la race la plus faible. Cependant, en fait, le jeune joueur, en fait, il est accablé par une maladie, et il a des soins intensifs en hôpital, et en fait, il va finir par décéder. Et vous vous en doutez, du coup, il va se réincarner dans un monde fantastique, et il va en fait se réincarner avec le personnage de Atto. Atto, c'est qui? C'était son personnage favori dans le jeu Eternal Nation. Et en fait, il va se réincarner en tant que seigneur maléfique, machin chouette, et vous devinez déjà un peu la suite. Alors pourquoi moi j'ai décidé de regarder ça? En fait, de base, j'avais un peu lu que le début du synopsis. Ça parlait de jeux vidéo, de maîtrise, etc., de réincarnation un peu isekai. Donc je m'attendais à un truc un petit peu similaire à Shangri-La Frontière. Bon, en fait, pas tant que ça. J'ai vu le premier épisode, on n'est pas trop sur Shangri-La Frontière, même un peu rien à voir. On est vraiment fait sur un isekai très classique de, voilà, moi qui me réincarne dans un jeu vidéo, quoi. Donc à mon avis, je vais le drop très très vite. Pour l'instant, je continue. Peut-être qu'il y aura une surprise, mais je ne pense pas. Je pensais voir un truc un peu similaire, voilà, comme j'ai dit à Shangri. Pas du tout. Donc, puis en plus, c'est pas très beau visuellement. Les personnages sont un peu insipides. L'épisode 1 est un peu vide. Enfin bref, l'isekai de base, qui est pour le coup assez représentatif de ce que les isekai, de manière très globale, proposent aujourd'hui. Il est l'exemple même, je pense, tout ce que je déteste actuellement dans la Japanimation. Et voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, je vais le drop extrêmement vite et passer à autre chose. Je continue avec The Water Magician. Donc alors, encore une fois, c'est un isekai. Sauf que ce que j'aime bien avec ça, déjà, c'est un isekai qui n'a pas passé par 4 chemins. C'est-à-dire que il n'y a pas tout le background en mode, voilà, c'est un humain qui vivait avant machin, sauf qu'il a une maladie, machin, il n'y a rien de tout ça. On est direct au moment où, voilà, il débarque dans un espèce de paradis et bim, réincarnation. Déjà, moi, ça j'aime bien, ça se prend pas au sérieux. On est là pour vraiment faire atterrir un mec qui a nos repères dans un monde de magie. Donc en fait, de quoi ça parle? Donc on suit Ryo qui découvre, en fait, en se réincarnant, qu'il maîtrise une magie. Et cette magie, c'est la magie de l'eau. Et en fait, on va suivre un petit peu son apprentissage et on se rend compte qu'il va être aussi détenteur d'une compétence qui va lui, lui donner jeunesse éternelle. Donc en fait, voilà, il va toujours rester un petit peu jeune ado, on va dire, et il va décider en fait de vivre une vie très tranquille dans le monde de Phi, ça s'appelle comme ça, et où il va en fait mener sa petite vie de campagne. Et je dois dire qu'en voyant ce premier épisode, j'ai été assez surpris par en fait le côté hyper chill de l'œuvre. En fait, c'est full détente. Le mec, il apprend à faire des tours de magie, il part en forêt prendre du bois, il fait son petit truc machin. C'est très classique, mais en fait, je trouvais que le rythme était bien, les musiques étaient bien, c'était plutôt joli. Et en fait, je me suis pris à regarder le truc. J'ai pas vu le temps passer. Je suis allé jusqu'au bout de l'épisode 1 et j'étais en mode, c'est déjà terminé. Et du coup, j'étais très content. Je me suis dit, si c'est genre bien rythmé comme ça, qu'il y a une vraie maîtrise dans l'enchaînement des actions de l'histoire, etc., pourquoi pas. Je me doute bien que ça va pas être que ce côté un peu chill où on va le voir vivre en campagne. Enfin, en tout cas, je le suppose. Parce que voilà, c'est un isekai, il faut bien un peu développer l'univers. Mais en tout cas, voilà, j'ai été assez ravi de ce premier épisode de The Water Magician. Et donc, j'attends de voir la suite. Peut-être que je le dropperai si jamais ça devient trop banal, entre guillemets. Mais pour l'instant, plutôt bonne surprise, donc hâte de voir la suite. Et enfin, je conclus mes animés solo avec Secrets of the Silent Witch. 貴族にとって芸術はたしなみ。聞いているのか、モニカノート。やはり彼女は無害なコリスだよ。 Petit speech avant de vous en parler, on va suivre Monica Everest, qui se fait appeler la sorcière du silence. Et en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle est la seule praticienne au monde, dans le monde de la magie, sans incantation. Parce qu'en fait, dans ce monde-là, pour faire de la magie, il faut faire des incantations orales. Donc en fait, c'est une véritable héroïne qui a su repousser plein de menaces, notamment le fameux dragon noir qu'on voit au début du premier épisode. Et sauf qu'en fait, il y a un petit mais, c'est qu'en fait, ce personnage est très timide. Et en fait, ses problèmes de communication, ils sont tellement sévères qu'elle n'a pas réussi à apprendre la magie classique. Donc en fait, elle a cherché un moyen d'apprendre la magie sans devoir prendre la parole devant tout le monde, faire des incantations, etc., qu'elle trouve ça très gênant. Pour pouvoir éviter donc de parler en fait, au grand public. Ignorant en fait tout ce côté un petit peu timide, etc., elle est chargée d'une mission
c'est une mission top secrète qui est d'aller protéger un des princes de la famille royale pour laquelle elle travaille, entre guillemets. Voilà, quoi dire de plus que voilà, j'ai hâte de voir ce que le scénario va nous proposer. Est-ce que ça va être un espèce de petit running gag tout le temps en mode je suis timide donc je parle pas, ou est-ce que ça va être vraiment bien abordé avec pourquoi pas un développement de ses interactions sociales? Est-ce qu'elle va apprendre à côtoyer du monde, que en fait elle a besoin aussi de sociabilité parce que l'humain ne peut pas vivre sans. J'attends aussi des grandes scènes de combat. On en a déjà eu la démonstration dans le premier épisode où on a vraiment eu une belle fulgurance de combat avec le moment le combat entre Monica et le dragon noir, où il y a vraiment eu plein d'effets spéciaux, plein de magie, etc. C'était plutôt stylé. Donc j'espère être diverti, que ça va être un peu pris au sérieux, que ça va pas être que ce sera pas un comic relief tout le temps. Donc voilà. Et puis l'opening de Secrets of the Silent Witch, et je trouve vraiment très bon. Donc c'est aussi ça qui m'a un peu donné envie. Au vu de la qualité globale qui est mise dans l'œuvre, et ben je me dis, pourquoi pas se lancer dans cette œuvre-là. Voilà, donc ça c'était pour les animés de Paul. Je vais enchaîner directement avec mes 8 animés que je vais regarder en solo. Je vais essayer de faire assez vite pour pas que l'épisode dure 2 heures. Mais on va commencer déjà par Solo Camping Fortune. Alors du coup, c'est à la base un manga écrit par Yudai Tebada, sorti en octobre 2018. Du coup, l'adaptation en animé du coup est gérée par le studio Synergy SP qui avait notamment fait Initial D. Donc petit pitch de l'histoire, on y retrouve donc le personnage de Gen, un survivaliste campeur solitaire qui adore le calme et la nature. Et un jour, sa tranquillité va être bousculée lorsqu'il va faire la rencontre de Shizuku, une jeune femme très curieuse du monde du camping en autonomie, etc. Du coup, ensemble, ils vont apprendre à cohabiter malgré leurs différences générationnelles. On va avoir le droit potentiellement à un duo vieille génération, nouvelle génération. Potentiellement, c'est un animé qui peut nous faire apprendre comment marche le survivalisme. Moi, c'est un animé que j'ai choisi parce que c'est l'animé assez calme, en espérant que ce soit pas vraiment ce duo de personnages qui fait beaucoup de blagues ou qui font beaucoup de situations absurdes. J'ai vraiment envie d'avoir un animé chill, posé, avec des beaux décors et de la belle musique, etc. Donc voilà, l'animé très mignon de la saison, j'espère. Donc on verra ce que ça donne, mais j'espère en tout cas que ça va être sympathique. On enseigne directement avec Wetsu and the Rain. Excusez-moi pour mon accent anglais. En gros, pendant un jour de pluie, il y a Fuchi, une jeune adulte, qui va découvrir un chien portant une petite pancarte dans un carton qui dit ramène-moi à la maison s'il te plaît. Donc forcément, j'aurais fait pareil. Et du coup, elle emmène ce petit chien chez elle. Le chien est un peu particulier puisqu'on dirait un peu un mélange entre un raton laveur et un chien. On dirait un peu les chiens vivérins, si vous voyez un peu quelle race c'est. Et en gros, ça va être ça. Voilà, le quotidien du coup de cette jeune femme qui va être totalement chamboulé par l'arrivée de ce petit chien. Donc voilà, ça va être un animé très tranquille. Et le studio qui l'adapte en plus, ils font beaucoup d'animés courts. Donc je ne sais pas le format d'épisode que ça va être, mais ça va être voilà un petit moment détente, un petit moment chill. Et moi, c'est tout ce que je demande pour cet animé. Encore une fois, j'espère qu'il y aura une bonne musique pour développer un peu ce côté un peu tranquillité, etc. Mais si votre truc c'est pas les chiens, ne vous en faites pas, il y a également un animé sur les chats qui sort cette saison. Ça s'appelle, alors attention, jeu de mots incroyable, Night of the Living Cat. Donc Night, en mode le chat qui dit Night. Voilà, c'est hilarant, on est tous morts de rire. Le manga est sorti à la base en 2020. Le studio qui l'adapte, c'est le studio OLM, qui a fait notamment Pokémon, les Cannes d'apothicaire, et a fait dans la saison d'avant Ujifu, je sais même plus son blaze. C'était Ujifun Moon, enfin l'animé de justement de chat alien là qu'on a droppé début de saison. On espère que ce sera pas la même chose, surtout vu du speech, ça a l'air d'être un gros nanar, mais justement je suis extrêmement curieux de voir ce que ça donne. Et donc il y a une niantémie, donc c'est dans le synopsis, hein, je tiens à préciser. Donc en gros, quand un humain caresse un chat, il se transforme automatiquement en chat. Voilà. Donc on va suivre un héros qui va devoir résister à l'envie de câliner tous ces chats trop mignons qui se baladent dans la ville.
c'est n'importe quoi. Mais encore une fois, ça va être soit en fait ce que j'espère c'est que ce soit pas pris au sérieux et qu'ils partent vraiment dans leur délire à 100%, et ça j'avoue que ça serait quand même assez rigolo. Surtout qu'en plus, vu les trailers, on dirait qu'il y a une mélange un peu d'horreur, d'absurdité et même sur les films de zombies en général. Donc il y a un vrai enjeu apparemment. Donc je suis très 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 curieux. Donc on verra ce que ça donne et je vous en reparlerai du coup très rapidement mi-saison pour savoir si j'ai drop ou pas. Mais si votre truc à vous ce sont ni le camping, ni les chats, ni les chiens, eh bien il y a peut-être le bowling qui peut vous intéresser, car ça tombe bien, il y en a un qui sort cette saison. Ça s'appelle Turkheim Time to Strike. Ça a été écrit par Naomi Hiruta et réalisé par Susumu Kuto, qui avait également fait Momentary Lily il y a 2 saisons. Super. L'histoire, en gros, on sait qu'on va suivre le personnage de Mei Otanashi, qui est une prodige du bowling et qui arrive à enchaîner les Turkey. Les Turkey, c'est-à-dire faire 3 strikes d'affilée. Mais le problème, c'est qu'elle échoue toujours à la 4e boule. C'est-à-dire que le 4e strike, c'est impossible. Elle va donc tenter de dépasser ce blocage, entourée d'autres filles qui, comme elle, cherchent à se surpasser. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, c'est un anime qui va aborder le thème de dépassement de soi, de promesses brisées, et que le passé fait surface. Bref, c'est très intriguant, et je me dis, un anime sur le bowling, ça peut être vraiment aux F tiers, mais les animés nous ont déjà montré que on peut faire un anime sur le sport ou une activité qui ne nous intéresse pas à la base, et faire quelque chose de merveilleux avec, donc à voir. On passe à la suite, on passe à Hotel Inhumans. On ne va pas quitter le monde de l'hôtellerie tout de suite, puisqu'après le merveilleux Apocalypse Hotel, on passe cette fois-ci à l'inverse total, puisque le concept de Hotel Inhumans, c'est qu'on se retrouve dans un hôtel caché au reste de la population, puisque cet hôtel est réservé uniquement aux personnes recherchées dans le monde. Donc ici, pas d'aliens, pas de touristes, pas d'ambiance trop kiki. Ici, tout est discret, les chambres sont insonorisées, il y a des boutiques d'armes, il y a des potentiels règlements de compte, etc. Bref, on va y suivre donc le quotidien de l'hôtel via Ikuro, Oshi et Sarah Ezaki qui gèrent les lieux et qui feront tout pour satisfaire la clientèle de l'hôtel. Bref, ambiance totalement différente mais qui peut être très très intéressante car étant donné que je suis un très grand fan de John Wick, il y a ce genre de choses qui se passent, c'est-à-dire qu'il y a un hôtel réservé également aux criminels. Du coup, je me dis que ça peut être vachement intéressant de développer ce concept mais sous format de série. Je pense qu'il peut y avoir vraiment des choses intéressantes qui peuvent être mises en place, comme notamment justement les règlements de compte, les potentiels criminels qui vont essayer d'interagir entre d'autres criminels, etc. Bref, ça peut être vachement intéressant et ça peut être un énorme terrain de jeu aussi pour avoir plein d'idées de mise en scène, etc. par rapport à des potentiels règlements de compte, etc. Ça peut être vachement cool. Donc, on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'ai très hâte par rapport au synopsis. Espérons que ce soit pas un pétard mouillé. On enchaîne donc avec une petite série qui est City The Animation. Potentiellement le plus gros Sea of Life qu'on a dans cette saison, puisque c'est le créateur de Keiichi Araoi. Donc si vous connaissez pas, c'est celui qui avait fait Nishiju, donc un animé qui est assez culte que malheureusement je n'ai jamais vu, donc je ne peux pas trop savoir ce qu'il en dit. Le seul truc que je connais, c'est évidemment les mèmes qu'il y a dessus, mais c'est tout. Alors après, je sais pas si les univers ils sont liés ou pas, mais en tout cas, sur ce que j'ai vu sur le premier épisode, c'est que en fait, nous avons plein de petites histoires qui vont avoir lieu dans la même ville. Du coup, ça va permettre de voir les différents boulots de telle personne. Bref, plein de mises en situation qui s'enchaînent. Le premier épisode, je crois qu'il fait une 30aine de minutes, et je pense qu'il doit y avoir au moins 5-6 histoires qui se rejoignent, qui font un peu des va-et-vient, etc. Bref, c'est très pertinent. En vrai, c'est trop chouette à suivre parce que du coup, on apprend vraiment tout ce qui se passe dans la vie, etc. Donc voilà, comme je le dis, c'est un Sea of Life, donc c'est vraiment l'animé détente. De toute façon, mes animés solo, c'est que de la détente. À part peut-être le prochain, qui est Necromico no Cosmic Horror Show.
正気を失っているようです。あなたたちは勝ち続けなければならない。そうすればまだ生きな Alors lui, bon bah je pense que ça va aller assez vite puisqu'on va potentiellement aller sur un drop. Pour vous expliquer, parce que j'ai vu le premier épisode qui a fait pas mal polémique d'ailleurs, on suit donc des youtubeurs slash testeurs, streamers, etc. qui sont invités à participer à un jeu VR, un peu en mode Fall Guys, etc. Du coup, voilà, et donc ils se rendent sur place et découvrent en fait que c'est un jeu de la mort. Effectivement, si tu meurs dans le jeu, tu meurs également dans la vie réelle. Il y a une DA qui est quand même assez intéressante parce que si le début de la série c'est de l'animation classique en 2D, etc., qui d'ailleurs a des chara design que je trouve personnellement extrêmement moche, mais bon, ça c'est un autre débat. Et quand on passe dans le jeu, on passe à de l'animation de 3D. Du coup, on peut dire, ouais, c'est intéressant, changement de DA, etc., ça peut être cool. Bon, c'est des graphismes à la Roblox. Ce n'est même pas une blague. Du coup, bah, évidemment que c'est dégueulasse. Vraiment, je trouve ça immonde. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je trouvais juste que le synopsis paraissait intéressant. Je regarde juste voir ce que ça va donner pour la suite, voir si ça essaie un petit peu de changer de DA ou si on est encore sur le même DR des graphismes de Roblox ou sur les jeux de Fall Guys. Je veux juste voir si ça évolue quand même, mais si ça évolue pas, sachez que ce sera droppé évidemment. Et la polémique qu'il y a eu dessus, c'est qu'en fait il y a eu des sous-titres, alors en français je sais pas, mais il y a eu des sous-titres allemands et anglais qui ont été utilisés via ChatGPT. C'est pour ça que voilà, c'est pas un animé qui est à voir, il y a une polémique qui est recevable, après c'est à vous de juger ou pas. En tout cas, c'est pas fou, donc je vous le conseille pas forcément. Moi je suis juste débile, donc voilà, je regarde tout. Et on va terminer par deux œuvres que je vais réunir en une parce que on va avoir le droit à deux adaptations d'un manga de la même créatrice qui est Yama Wayama. Alors c'était quelqu'un que je ne connaissais pas à la base, mais j'ai fait une petite recherche sur la personne et ça reste une personne quand même assez influente au Japon. Du coup, bah comme je connaissais pas, je me dis que c'était la bonne occasion d'un peu de découvrir ce que fait cette dame. Parce que du coup, on va avoir droit à Let's Go Karaoke le 24 juillet et ensuite Captivated by You le 21 août. Donc voilà, on a un mois de décalage entre les deux, mais c'est fait par le même studio, par le même staff. C'est l'adaptation de deux mangas différents qui racontent évidemment deux histoires qui sont l'opposé total. Donc on va y suivre Kyuchi, qui est un yakuza qui va forcer un chef d'une chorale à apprendre à chanter pour un concours de chant entre yakuza. Et s'il perd, il devra se faire tatouer. Sauf que le tuteur en question, eh bien, c'est du coup Kyuchu, le yakuza, qui est très nul en dessin. Voilà, donc c'est une série assez courte qui va faire seulement 3-4 épisodes. C'est, comme je l'ai dit, un truc assez récompensé. Je connais pas vraiment les thématiques de pourquoi c'est autant apprécié. Je sais juste qu'en tout cas, il y a beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse. Et qu'en plus de ça, il y a une adaptation au cinéma qui a eu lieu au Japon. Donc c'est sorti là-bas. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais ça m'a fait marrer de voir l'affiche qui est littéralement une parodie de Retour vers le futur. Donc on va voir ce que ça donne, ça peut être intéressant. Et ensuite, Captivated by You, ça par contre, ça m'intéresse énormément, puisqu'on va y suivre Hayashi, qui est un étudiant un petit peu bizarre, voilà, qui fait un peu ses trucs de son côté, et qui est fasciné par un élève de sa classe qui s'appelle Nikaito, qui est un élève assez distant, car il est entouré de pas mal de rumeurs autour de lui, etc. Mais Hayashi, il s'en fiche, il veut absolument connaître qui c'est, il veut savoir pourquoi il est autant distant, bref, on va également savoir un petit peu la relation des deux là. Et pareil, c'est une série assez courte qui fait 4-5 épisodes. En vrai, je suis curieux de voir ce que va donner un petit peu l'interaction entre les deux, voir également les thèmes abordés, etc. Parce que justement, lui, il a eu pas mal de récompenses. Donc voilà, c'est une découverte totale pour moi. Je connaissais pas l'autrice, donc ça peut être un assez bon potentiel, une très bonne découverte. Donc voilà, ça m'intéresse énormément, surtout que c'est court. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bref, on en a terminé avec mes animés solo. On a hâte en tout cas avec Paul de faire cette saison parce qu'elle est extrêmement bien garnie, il y a beaucoup de choses à voir. Donc on va pas s'ennuyer pendant l'été. Donc comme d'habitude, il y aura un épisode hors série avec un épisode pour moi et un épisode pour Paul. Il y aura également un hors série avec les blockbusters que je vous ai nommés, donc les 4 Fantastiques, Jurassic World et Superman. Puis ensuite, voilà, on finira par la fin de saison, etc. Normalement, le TikTok devrait arriver pendant l'été. On verra via les délais si ça passe ou pas. Bref, sur ce, on a hâte. On espère que vous allez toujours aussi bien. Moi, c'est un plaisir en tout cas de faire cette émission avec Paul.
Donc on se retrouvera du coup très prochainement, potentiellement début août pour l'épisode hors série. Et pour notre part, nous allons nous lancer tous ces épisodes et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Tout le monde.